Minardi est une écurie qui a marqué les esprits, pas forcément par ses résultats, mais par ses 20 années de passion. Minardi est une équipe difficile à juger, fait-elle partie des pires équipes ou non? Je vous ai posé la question sur Instagram et le ratio était de oui pour 58%. C'est très serré. Et pour cause, bien que cette équipe n'ait jamais réussi à se battre devant pendant 20 ans d'existence, pas de pole position, pas de podium, pas de meilleur temps en course, son management n'a jamais été foireux et ses ambitions n'ont jamais été démesurées. Pas non plus de fraude avérée en interne ou alors de boss mafieux qui se fait fusiller au soir d'un Grand Prix. C'est déjà arrivé, hein. Épisode 1 de Pires équipes. Minardi, c'est beaucoup de passion et très peu d'argent. Voici la meilleure des pires équipes. Une équipe à l'ancienne fondée grâce à la passion d'un homme. Giancarlo Minardi est né le 18 septembre 1947 à Faenza. Son père Giovanni était à la tête d'un concessionnaire Fiat et il était passionné par le sport automobile. Il a même construit ses voitures à la fin des années 40, comme la Minardi MG75. Et c'est dans cette ambiance que va grandir Giancarlo. Giancarlo et son frère Giuseppe vont hériter de l'affaire familiale. L'un va faire tourner le concessionnaire automobile, l'autre va se tourner vers le sport automobile. Je vous laisse deviner lequel. Et à l'image d'un pilote, Giancarlo va gravir les échelons. Il fonde la Scuderia del Passatore au début des années 70 et engage son équipe en Formule Italie et en F3. La F2 arrivera en 1972, mais les débuts seront timides. Dès 1973, Minardi obtient son premier titre pilote en Formule Italie grâce à Giancarlo Martini, l'oncle de Pierluigi. Au championnat par équipe, Minardi termine deuxième. Enfin, la Scuderia del Passatore termine deuxième. Les bons résultats de l'équipe dans cette formule de promotion, comparable à la Formule Renault 2.0, va attirer les sponsors. Notamment Everest, qui augmente son soutien à l'équipe qui va se transformer en Scuderia Everest. Ainsi, Minardi renforce sa présence en F2 et engage des châssis March. En 1976, Minardi va faire sa première apparition en F1 lors des 2 Grands Prix hors championnat de l'année en engageant une Ferrari 312T. Le premier rendez-vous à Brandzach est difficile car Martini a été victime d'un souci mécanique et n'a pu partir. Mais le deuxième à Silverstone sera meilleur et l'Italien termine 10e sur 16. En Formule 2, Minardi stagne les années suivantes, bien que dans les catégories inférieures, les résultats restent corrects. En F2, des pilotes comme Elio De Angelis ou Claire Regazzoni passeront par Minardi. « 1980 marque la renaissance de l'équipe. Giancarlo va racheter les parts de ses associés et va porter seul son équipe qu'il renomme Scuderia Minardi. De plus, il devient constructeur en abandonnant les châssis March et en fabriquant ses propres voitures. Ainsi naît la Minardi GM75. Un ancien ingénieur de Ferrari arrive dans l'équipe et conçoit la M281 qui décrochera la seule victoire de l'équipe en F2 à Misano avec à son volant Michele Alboreto. Giancarlo, pas les plus riches des constructeurs, fait avec les moyens du bord en 82 mais prépare 83 minutieusement avec la naissance de la M283 qui décrochera 2 podiums avec Pierluigi Martini et Alessandro Nannini. C'est aussi cette année qu'il est annoncé que la Formule 2 va laisser sa place à la Formule 3000. Et ça va conditionner l'avenir de l'équipe, parce que cette nouvelle formule sera plus performante certes, mais aussi plus chère. Alors Giancarlo Minardi se dit que quitte à payer plus, autant aller en Formule 1. Alors l'équipe va sacrifier sa saison 84 pour bien se préparer à son arrivée en F1 en 85. La première F1 de l'équipe, la M184 à moteur Alfa Romeo, est construite et c'est Pierluigi Martini qui s'occupe du développement. Mais le deal avec Alfa Romeo capote et Minardi se retrouve obligé de changer son programme. La M185 naît plus rapidement que prévu afin d'y accueillir un V8 Ford Cosworth. Pas terrible quand on sait qu'il faut un turbo pour être performant en F1. Mais Giancarlo est sur le coup. Pierluigi Martini effectue les 2 premières courses de l'équipe en F1 avec un moteur V8 Ford Cosworth, mais ne voit pas le drapeau à damier suite à des ennuis mécaniques. Mais dès la 3e course de la saison au Portugal, Minardi se retrouve équipé d'un V6 turbo Motori moderni.
Motori Moderni, je ne connaissais pas du tout, mais ce motoriste est né lors de la rupture du contrat entre Alfa Romeo et Minardi. Carlos Chitti, l'un des ingénieurs phares du programme moteur d'Alfa Romeo, a été recruté par Giancarlo Minardi après la rupture du deal. Il a donc fondé sa structure Motori Moderni sur demande de Giancarlo. C'est donc quasiment du 100% Minardi dans la M185. Bref, la grille de départ réduite à Monaco ne permet pas à Pierluigi de se qualifier. Ce sera d'ailleurs la seule fois de la saison. Les problèmes mécaniques animent la saison de Martini qui termine enfin un Grand Prix lors de la 13e manche de la saison à Spa. Et il ne sera pas loin des points lors du dernier Grand Prix en Australie en terminant 8e. L'inexpérience de Martini a laissé des doutes chez Minardi, qui engage en 86 Andrea De Cesaris et Alessandro Nannini. Martini, lui, retourne en F3000. La saison 86 n'est pas meilleure et les voitures abandonnent lors de chaque course, à l'exception du Mexique où De Cesaris termine 8e et Nannini 14e. Adrian Campos remplace De Cesaris en 87, mais les résultats ne seront guère meilleurs. Après 3 saisons, Minardi n'a toujours pas scoré le moindre point, mais Giancarlo continue d'y croire. Après tout, il vit son rêve et son équipe est loin d'être la plus mauvaise. La M188 est une belle révolution pour Minardi qui retrouve Ford Cosworth comme motoriste. Martini revient pour remplacer Nannini parti chez Benetton et Pérez Sala vient remplacer Adrian Campos. La délivrance arrive à Détroit lorsque Martini termine 6e et décroche le premier point de l'équipe. Globalement, la voiture est plus fiable et voit plus souvent l'arrivée, jamais loin des top 10. C'est une très belle progression. Les moteurs turbo ne sont plus de la partie en 89 et c'est une excellente opportunité pour Minardi qui va scorer plusieurs points durant cette saison malgré un début de championnat plutôt délicat en raison de la fiabilité. Silverstone, 5e pour Martini, 6e pour Pérez Sala. Martini 5e de nouveau à Estoril et 6e à Adélaïde après s'être qualifié 3e. Clairement, il y a du progrès pour cette équipe qui rêve du podium. Pérez Sala ne fait plus partie de l'équipe en 90 et ce sont 2 pilotes qui vont se partager la deuxième voiture, Barilla et Morbidelli. Mais cette saison avec la M189 est plus délicate et aucun point ne fut marqué. Beaucoup d'espoirs sont placés en 91 avec l'arrivée du V12 Ferrari. Et il faut dire que le Grand Prix de Saint-Marin confirme ses promesses car Martini décroche le meilleur résultat de l'équipe, une 4e place. Il réitère cet exploit en fin de saison à Estoril, mais ce seront les seuls points de l'équipe cette année. Elle ne rentrera plus dans les points malgré plusieurs top 10. La saison 92 avec le V12 Lamborghini n'est pas meilleure et aucune progression est à noter. Il ne marque qu'un seul point à Suzuka. Martini est parti et l'équipe engage Zanardi et Christian Fittipaldi qui marquera le point japonais. Minardi se heurte à un plafond de verre, ils n'arrivent pas à réellement progresser, mais leurs résultats restent vraiment corrects au vu de leurs finances. Retour à un V8 Ford en 93 et les couleurs de l'équipe changent. Du noir au blanc, la saison démarre très bien avec une 4e place pour Fittipaldi à Kyalami. 3 autres entrées dans les points sont à noter avec 2 6e places et une 5e place. Martini revient et prend la place de Barbazza en deuxième partie de saison. Mais l'image la plus marquante de l'année sera le final fou du Grand Prix d'Italie, lorsque Fittipaldi accroche son équipier et rend un hommage anticipé à Johann Zarco. Drôle de façon de finir 7e et 8e. Et oui, 7e et 8e, encore une fois, ils ne sont pas loin des points. C'est vraiment frustrant. Giancarlo souhaite se relancer et être plus performant. Ainsi, il fusionne avec la Scuderia Italia qui a engagé des châssis Dallara les années précédentes. Nouvelle couleur et recrutement d'un pilote émérite en la personne de Michele Alboreto. Voiture que je trouve tout simplement magnifique, surtout celle de la première partie du championnat. Minardi Scuderia Italia, de son nom, rentrera 3 fois dans les points en 94 et feront partie des plus féroces équipes du milieu de plateau. Révolution sur la M195 qui nourrit beaucoup d'espoir pour l'équipe. Ce sera la dernière saison où Minardi luttera dans le milieu de plateau. Alboreto ayant pris sa retraite, c'est le jeune Luca Badoer qui prend sa place. Pierluigi Martini quittera la Formule 1 après le Grand Prix d'Allemagne et c'est Pedro Lamy qui le remplace. Le Portugais décrochera l'unique point de la saison de Minardi lors du Grand Prix d'Australie. L'alliance avec Scuderia Italia s'arrête à la fin d'année 95 et Minardi se voit obligé de vendre des parts pour survivre. Il en vend à Nannini, à Gabriele Rumi qui était à la tête du programme Fond Metal et à Flavio Briatore. Budget serré et peu d'évolution sur la voiture.
La M195 rempile pour une année en 96 et Minardi fera débuter Giancarlo Fisichella en Formule 1. Ce dernier est très performant, en témoigne sa 8ème place au Canada, meilleur résultat de la saison pour l'équipe. Mais Giancarlo manque d'argent. Voilà pourquoi il se partage le volant avec Giovanni Lavaghi, pilote au portefeuille plus étoffé. Giancarlo a fait découvrir Fisichella à la Formule 1 et Jordan l'engage en 97. Donc Minardi choisit une autre recrue prometteuse pour 97 en la personne de Jarno Trulli. Lui aussi montrera de belles choses au volant de la M197 désormais équipée d'un moteur Hart. Jarno décrochera 2 9e places lors de la première manche à Melbourne ainsi qu'en Argentine. Mais après l'accident de Panis au Canada, l'Italien partira chez Prost assurer l'intérim et Giancarlo se retrouve avec Tarso Marquez, pilote moins flamboyant. Même si Minardi ne peut plus jouer les points à la régulière, elle a fait découvrir 2 futurs talents à la Formule 1, Fisichella et Trulli, et ils ne seront pas les seuls. En coulisses, il se trouve que Flavio Briatore veut revendre Minardi à Craig Pollock pour le programme de Barr. Mais Minardi et Rumi s'y opposent formellement et rachètent les parts de Briatore. Alors, Minardi F1 Team devient Fond Metal Minardi Team. Incroyable. La révolution réglementaire de 98 n'aide pas l'équipe qui stagne. Le manque d'argent est la principale raison. Cependant, avec Nakano et Tuero, l'équipe ne sera pas si loin des points. Les 2 pilotes rentrent au moins une fois chacun dans le top 8. La M01 de 99 est un petit peu meilleure et Minardi change son line-up. Luca Badoer revient et Marc Gené est engagé. Durant toute la saison, les 2 pilotes réalisent régulièrement des top 10 et le podium leur tend les bras lors du Grand Prix d'Europe complètement fou. Luca Badoer est 4ème à moins de 15 tours du but. L'exploit est proche, mais le pauvre Italien est victime d'un problème de transmission. La mort dans l'âme, Luca abandonne et fond en larmes. Marc Gené console l'équipe avec le point de la 6ème place. Le premier depuis 1995. Mais Marc Gené n'est pas le seul Ibère à découvrir la Minardi en 99. Durant des tests privés, un jeune espagnol lui aussi prometteur découvre la Formule 1. Il s'agit de Fernando Alonso, le protégé de Briatore. Désormais condamné au fond de grille, Minardi décide de racheter les parts de Ford afin de rebadger leur moteur fond métal afin de satisfaire leurs actionnaires. C'est un petit coup commercial. La M02 designée par Gustav Brunner est bien née, mais un moteur Ford de 97 ne permet pas à l'équipe de bien évoluer. Gené et Mazzacane font de leur mieux, mais ne marquent aucun point. À court de financement, Minardi est proche de la faillite. Fond Metal vend ses parts et l'avenir de Minardi s'assombrit, jusqu'à ce qu'un Australien du nom de Paul Stoddart vienne sauver l'équipe. Fernando Alonso débarque en Formule 1 dans la petite équipe Minardi. Condamnée au fond de grille, elle reste malgré tout une bonne équipe pour mettre un pied en Formule 1. En témoigne l'arrivée de Fisichella et Trulli. En termes de performance, Alonso écrase Marquez, mais c'est bien le Brésilien qui décroche les meilleurs résultats de l'équipe avec 2 9e places. L'argent malaisien arrive et Alex Young débarque dans l'équipe en fin d'année. Alonso a montré de quoi il était capable et part retrouver Briatore et Renault en 2002. Paul Stoddart, lui, va faire entrer son poulain en F1, Mark Webber. Et sa carrière démarre en trombe avec le chaotique Grand Prix d'Australie où Mark Webber décroche une magnifique 5e place. Ce sera le seul podium de Minardi en F1. Et aussi les seuls points de la saison. Webber est encore un jeune talent entré en F1 chez Minardi et comme tous les autres, il poursuit sa carrière ailleurs. Après 2 saisons motorisées par Asiatech, Minardi retrouve Ford Cosworth en 2003. Il récupère également Jos Verstappen et fait entrer Justin Wilson en Formule 1. L'espoir est vite balayé par la réalité et la voiture n'est pas meilleure. Aucun point marqué, mais un fait d'armes sympathique. Durant la première séance de qualification à Magny-Cours, sur une piste séchante, Jos The Boss réalisera le meilleur temps de la séance. Un véritable bonheur pour l'équipe. 2004 est vraiment difficile, le manque d'argent se fait sentir, mais malgré tout, cette petite équipe des années 80 est toujours présente en Formule 1. Zsolt Bobgartner offre un peu de joie à l'équipe à Indianapolis avec le point de la 8e place. 2005 sera la dernière saison de Minardi en F1, et le simple fait d'être associé à Bridgestone permettra à l'équipe de se mettre en valeur une dernière fois. Le retrait des voitures équipées de Michelin à Indianapolis permet à Minardi de figurer une dernière fois dans les points avec la 5e place pour Albers et la 6e de Frisaker. Le Grand Prix de Chine sera le 340e et dernier départ de Minardi en Formule 1, mais malheureusement, les 2 PS05 ne franchissent pas la ligne d'arrivée.
Durant leurs dernières années en Formule 1, Minardi a dû innover afin de gagner de l'argent, comme avec la conception d'une Formule 1 biplace afin de réaliser des baptêmes, ou alors en louant ses voitures à des pilotes fortunés durant les FP1, comme avec l'Israélien Kanok Nissani qui roulera en Hongrie en 2005 et se ridiculisera en se plaignant d'un grip trop élevé. Bref, si l'on prend uniquement les dernières années de Minardi, elle pourrait faire partie des pires équipes. Mais en réalité, quand on prend en compte toute l'histoire de l'équipe, c'est un exploit, et le fort capital sympathique de cette écurie anachronique des années 2000 force le respect. C'est la passion qui a permis à Minardi d'exister, et ça c'est beau. Minardi s'est fait racheter par Red Bull afin de créer l'équipe B du constructeur autrichien. Mais en vendant sa structure, Giancarlo a imposé une chose, que la nouvelle équipe reste basée à Faenza, sa ville natale, chose qui a été respectée. Toro Rosso restera cette petite structure sympathique et familiale qui préparera les jeunes talents de Red Bull. Deux choses comparables à Minardi. Mais avec plus de budget et un management différent, il y a une cassure. Toro Rosso et maintenant AlphaTauri ne sont pas Minardi. Elles sont en quelque sorte leur descendance. Un héritage qui triomphera à 2 reprises et qui, aujourd'hui, continue de se battre en milieu de peloton et défie dans les bons jours les meilleures équipes de ce sport. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et malgré le fait de m'être penché sur l'histoire de Minardi avec un grand H, de ses débuts à sa fin, c'est toujours difficile pour moi de la juger. Est-ce une pire équipe ou pas? C'est vraiment la limite, hein, Minardi, c'est la limite. Voilà, c'est la limite des pires équipes ou non, Minardi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tiens, le commentaire, mais n'oubliez pas le partage, le pouce bleu. Bah, allez, à y être, abonnez-vous. Et tant qu'à vous abonner, autant activer la petite cloche. C'est comme ça que vous montrez votre soutien à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, en bas, sans travaux, plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps, ça arrive, je vous promets que ça arrive. Dans pas longtemps. C'est très proche. Quelques petits trucs à finaliser. D'ailleurs, si vous allez dans la description, vous trouverez ce que c'est. Allez voir tout ça. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Minardi. À la prochaine.